Europe 1, il est 7h46, c'est l'heure de l'interview vérité. Et ce matin, Pierre, vous recevez l'ambassadeur de Turquie en France, Ismail Hakim Moussa. Docteur Hakim Moussa, Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour. La guerre en Syrie va entrer dans sa 6e année de conflit au mois de mars. Hier, un nouveau cessez-le-feu conclu par Ankara et par Moscou est intervenu à minuit. Dans la nuit, quelques accrochages, signalés notamment dans la province de Hama. Mis à part cela, ce cessez-le-feu tient, va-t-il durer? Et si oui, pourquoi? Nous espérons que ça dure. Vous savez que, comme vous venez de le dire, le conflit syrien, la crise syrienne qui a pris une dimension maintenant planétaire au-delà de la région, ça a coûté plus de la vie de 600 000 personnes. Depuis ces dernières décennies, l'humanité n'a pas connu une tragédie pareille. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'efforts déployés ici et là. La France était partie prenante. Il y a une quinzaine de jours de cela, on a organisé une réunion sur la crise en France. Donc, qu'est-ce qui vous permet de croire que ce cessez-le-feu va tenir ? Écoutez, il est très difficile de prédire l'avenir. Ce qui me permet d'être optimiste, en tout cas. Je suis d'abord d'une nature optimiste, de par mes responsabilités. Mais en tant qu'être humain, je suis optimiste. Mis à part ça Voilà. Mis à part cela, parce que nous avons essayé, nous tous, en Europe, en Turquie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, nos amis russes, nous avons tous essayé depuis 2012 surtout, à Genève, à Moscou, à Ankara, à Washington, à Paris, pour mettre fin et pour trouver une solution. Encore récemment, et ça n'a pas marché. Encore récemment, ça n'a pas marché, mais je crois que tout le monde est encore peut-être plus conscient aujourd'hui qu'hier des enjeux. Parce qu'il fallait que cette crise soit maintenue dans cette dimension, si je puis dire, que ça ne déborde pas. Et de toute façon, cet échec, entre guillemets, ne pouvait pas être assumé par quiconque. Témoignage d'habitants de Damas tout à l'heure dans le journal de 7h. C'est un leurre, cette trêve, ce que disaient justement les habitants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les encourager, peut-être ? Écoutez, je les comprends. Je les comprends. Parce qu'il y a eu beaucoup de trêves, beaucoup de cessez-le-feu, et à chaque fois, ça s'est soldé par échec, pour différentes raisons. Parce que les puissances, les pays ou les personnes ou les organisations qui sont impliquées dans ce conflit n'ont pas toujours des intérêts, dirais-je, convergents. Ça diverge. Et cela fait que très souvent, les initiatives ne sont pas couronnées de succès. Mais cette fois-ci, les équilibres internes à la Syrie et les équilibres externes à l'échelle régionale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde est plus conscient aujourd'hui qu'il faut trouver une solution à cela. Quand vous dites tout le monde, c'est qui ? Tout le monde. Eh bien, tout le monde. Tout le monde, c'est les Nations Unies. Tout le monde sont nos amis européens. Syriens, les rebelles syriens, les Syriens et les Russes. Pourquoi ? Parce que c'est là que je voulais en revenir. Qu'est-ce qui s'est passé très récemment ? Quand on a voulu pousser de l'avant, encore une fois, cette démarche, qu'est-ce qu'on a fait ? À Ankara, on a réuni les responsables de l'opposition syrienne et les responsables russes. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qui a déclenché en fait cette phase de ce processus. Il s'est passé une chose très simple. On s'est mis d'accord sur le fait que ça ne pouvait pas aller loin comme ça, qu'il n'y avait pas de moyens militaires à cette question, à ce conflit, et qu'il faut reprendre les négociations. C'est ça qui a été annoncé par notre président de la République hier et par M. Poutine en même temps. Cet accord, qu'est-ce qu'il stipule ? Est-ce qu'il vaut d'abord sur tout le territoire ? Parce qu'on parle d'un accord global. Et il y a des enclaves de Daesh, il y a des enclaves islamistes. Est-ce que ça vaut sur tout le territoire ? Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Au 20 décembre, cet accord de Moscou, qui était annoncé après la réunion de la Russie, Turquie et l'Iran. Les pourparlers étaient donc organisés au niveau de ces trois pays d'abord. Qu'est-ce qu'on a déclaré ? On a
dit qu'il fallait maintenir l'intégrité territoriale de la Syrie, qu'il fallait faire tout pour initier un cessez-le-feu. D'abord à Alep, parce que c'était cette région qui brûlait le plus dernièrement. Qu'il fallait, pour ce qui concerne la région Alep, d'abord, acheminer de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, le cessez-le-feu. Et après, il fallait permettre à ceux qui voulaient quitter les lieux sur une base volontaire. Et seulement après, si cette opération allait réussir, et c'est réussi, Dieu merci, on allait étendre le cessez-le-feu dans l'ensemble du territoire syrien. Et ben c'est à cela qu'on a assisté hier à partir de minuit. Mais ces accords ont eu lieu. Quels sont les arguments qui vous portent à croire que ce cessez-le-feu-là va marcher mieux qu'un autre? Ce qui me permet d'être optimiste, encore une fois, c'est que, vous savez, dans ce conflit-là, je disais qu'il y avait beaucoup de parties prenantes. Et les parties ne pouvaient pas toujours se trouver autour d'une table. Et l'une des parties importantes, c'était la Syrie, et l'autre, c'était l'Iran. Et ces parties-là se sont trouvées pour une fois autour de la table. Et c'est là que tout le monde s'est mis d'accord et se sont dit on va faire un cessez-le-feu. Voilà. Et c'est pour ça que Washington n'a pas participé, ou c'est pour une autre raison? Washington, le fait que Washington ne soit pas autour de la table, ça ne veut pas dire que Washington et nos amis occidentaux sont absents, parce que seront présents du temps de Donald Trump plus tard, puisqu'il y aura des relations plus faciles avec Vladimir Poutine. Tout à fait. Une chose qui est importante à souligner, c'est la chose suivante. Cette démarche n'est pas du tout une alternative à la démarche qui a été initiée depuis fort longtemps sous l'égide des Nations Unies. C'est une démarche complémentaire. Et d'ailleurs, hier soir, vous êtes bien informés, les États-Unis ont fait une déclaration. Ils ont dit qu'ils étaient satisfaits. Ils voyaient ça d'un bon œil. Voilà, c'était un pas positif et qu'il fallait l'encourager. Donc eux aussi, ils encouragent les gens à aller à Astana pour reprendre les pourparlers politiques. Alors, une question, Excellence. Hier, le tribunal d'Istanbul a finalement remis en liberté la romancière Asli Erdogan, en plus de 8 autres intellectuels turcs. Pourquoi il risque toujours la prison à vie? Quel a été son crime? Et son procès reprend le 2 janvier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sorte de trêve? Vous la libérez juste pour le Nouvel An ou je comprends très bien que ce ne soit pas très facile à cerner. Non, c'est pas facile. Pour nos amis européens. Mais moi, je vous invite à revenir en arrière un tout petit peu, au 15 juillet dernier, ce que nous avons vécu. C'était une tentative jamais vue de coup d'État dans le pays. Ça a bougé. Quel est son crime à Asli Erdogan? Je veux revenir à cela. Asli Erdogan et certains autres journalistes, ils ne sont pas jugés parce qu'ils exercent le métier de journalisme, parce qu'ils ont des filiations avec certains réseaux terroristes, à commencer par le PKK. Vous savez que, pas kurdes, des terroristes, parce que nous, on fait la distinction capitale. Il y a des citoyens d'origine kurde en Turquie, qui sont des citoyens à part entière de la République, mais il y a des terroristes, organisations terroristes. Répondez-moi juste, pourquoi est-ce qu'elle a été libérée pour quelques jours et son procès va reprendre? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi elle a été libérée? Je n'étais pas le juge dans l'affaire, mais ce que je peux dire, c'est un commentaire, ce que je peux faire, c'est que il y avait des éléments dignes de foi qui nécessitaient un procès envers Madame Asli Erdogan. Et maintenant, il y a encore des éléments dignes de foi qui habilitent le juge de prononcer la libération conditionnelle. Ça continue. Parce que je crois qu'il faut faire très attention à cela. Est-ce que on ne peut pas faire
la monsieur l'ambassadeur. propagande d'une organisation terroriste dans aucun pays, ni en France, ni en Europe, et ni en Turquie. Merci beaucoup, docteur Hakim Moussa, ambassadeur de Turquie en France, d'avoir été en direct sur Europe 1.